Well, this is so great to see so many people here. Donc, je me réjouis de voir un nombre aussi élevé pour cette réunion. Donc, bienvenue tous ceux qui nous suivent en ligne sur la plateforme et bien sûr un énorme nombre qui euh, suivent cet événement parallèle sur le financement de l'éducation sur Facebook et YouTube. Je vois des participants de plusieurs pays et je voudrais vous demander de partager aussi le pays et votre ville depuis laquelle vous suivez. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Alors maintenant, je vais vous expliquer des fonctionnalités techniques. Le webinaire est enregistré. Il y a l'interprétation en langage de signes et le sous-titrage en anglais. Et vous avez le bouton pour le sous-titrage en bas de votre écran. Pour l'activer, si vous en avez besoin dans une fenêtre différente, vous avez un lien dans le chat box. Nous avons aussi l'interprétation en français, en arabe, en népali et en espagnol. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat et notre équipe suit le chat et essaiera de répondre aux questions pendant l'événement quand il est possible. Si vous avez des problèmes à accéder à la conférence, envoyez un message privé ou un courrier électronique sur l'adresse webinaire@ida.secretariat.com. Voilà. Nous demandons à tous les intervenants de respecter le temps imparti et de parler assez lentement puisque les interprètes et les sous-titreurs puissent vous suivre et nous réjouissons d'avoir une interaction avec vous. Donc, posez les questions dans la fonction du Zoom pour les questions et ou dans le chat à votre droite. Et nous essaierons de répondre à certaines questions pendant notre session de questions-réponses. Cet événement a été convenu par le rapport de l'UNESCO et la Banque mondiale avec IDA, l'action globale sur l'handicap, la campagne globale pour l'éducation, avec le soutien du partenariat global pour l'éducation. L'événement parlera des pratiques prometteuses sur le financement inclusif et parlera comment les pays peuvent renforcer leur politique d'éducation, leur plan sectoriel et les budgets pour l'éducation inclusive. Dans les 90 minutes qui suivent, nous entendrons des personnes handicapées, des ministres de l'éducation et des spécialistes pour le financement de l'éducation partout dans le monde. Avant le début du sommet sur le financement, nous nous sommes regroupés pour émettre une invitation d'agir pour les gouvernements et les donateurs pour avoir une nouvelle vision pour le financement inclusif après la pandémie et nous nous réjouissons de vous avoir aujourd'hui avec nous. Il est clair que les budgets pour l'éducation ne sont pas adaptés en proportion des défis de la pandémie, particulièrement dans les pays pauvres et 2 tiers des pays qui sont pauvres ont réduit leur budget pour l'éducation depuis le début de la pandémie. Cela aura des conséquences désastreuses pour les apprentis avec un grand risque de marginalisation et en dépit déjà des défis à accéder à l'éducation en ligne. Par exemple, les données préliminaires de l'étude de IDA au sujet du COVID-19, 29% d'apprentis ont été stressés par l'apprentissage en ligne et 17% ont abandonné l'éducation
en ligne. Donc, il ne s'agit pas uniquement de mobiliser les ressources financières, mais aussi accroître l'efficacité du financement pour avoir une éducation inclusive jusqu'en 2030. Il faut accroître les budgets tant que pour renforcer des systèmes complètement inclusifs où avec les apprentis ou les personnes avec handicap peuvent recevoir du soutien. Nous parlerons des politiques et des pratiques de financement partout dans le monde qui soutiennent l'accès à l'éducation éducative sans discrimination et sur la base des opportunités différentes. Maintenant, Airi Sebedra, le directeur de Education Global Practice de la Banque mondiale. Alors, les pays doivent se remettre des problèmes causés par la pandémie et utiliser cette fenêtre pour construire des systèmes qui seront plus durables et résilients. Jill, for these introductory words. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Je suis un directeur de l'éducation à la Banque mondiale et je suis très content de voir tant de personnes qui sont joints à cet événement très critique pour le financement, avec beaucoup de partenaires qui sont dédiés, comme vous avez déjà mentionné. Je voudrais en partager un peu de contexte au sujet de la crise de l'apprentissage mondial. Nous savons que l'école est un élément critique pour égaliser les chances. C'est l'outil le plus puissant que nous avions pour égaliser les chances. Mais malheureusement, même avant la pandémie, dans la plupart des pays du monde, l'école n'était pas la force égalisante qui pourrait donner à tout le monde la chance d'avoir les mêmes chances dans la vie. Malheureusement, c'était comme ça même avant la pandémie. Notre recherche a trouvé que 53% des jeunes âgés de 10 ans ne pouvaient pas lire et comprendre un texte simple. On appelait ça des pauvres éducationnels. Et la plupart qui sont à l'école sont capables de lire et de comprendre. C'est déjà une crise en existant. Déjà, 153 millions d'enfants sont exclus de l'école. C'est l'exclusion ultime. Et beaucoup d'enfants marginalisés ont toujours des barrières pour l'apprentissage même à l'école. Maintenant, avec la pandémie, l'apprentissage de tous les étudiants a été dramatiquement, négativement impacté. Même dans un scénario conservatif, ce 53% que j'ai déjà mentionné, c'est de ces pauvres apprentissages, va monter à 60%, à moins qu'on prenne une action pour permettre les enfants de retourner à l'école aussitôt que plus possible. Mais cette situation est encore pire pour ceux avec les handicaps ou avec l'éducation diverse ou des besoins d'éducation spéciaux. On a vu un très grand impact pour les pauvres, les réfugiés, les migrants et aussi les personnes qui font l'apprentissage avec des handicaps. Un rapport dit que 40% des personnes qui apprennent n'ont pas de support, ont zéro support durant la pandémie du COVID-19. Alors, par contre, même si on travaille pour confronter cette grande égalité qui accroît, qui c'est maintenant plus critique que jamais. Avant la pandémie, nous avions une crise d'apprentissage et nous avions aussi une inégalité d'apprentissage. Avec la pandémie, la situation est encore pire pour tous les deux en termes des niveaux d'apprentissage parmi les étudiants, mais l'inégalité a augmenté aussitôt. Nous avons une recherche qui dit que nous pourrions avoir une catastrophe d'apprentissage. En travaillant avec le gouvernement sur la réponse pour le COVID-19, c'est critique d'inclure l'inclusion pour faire une compensation pour des pertes d'apprentissage, pour faire un système beaucoup plus égal et aussi beaucoup plus résilient système. Le COVID-19 nous a rappelé deux choses. Comment adresser ces inégalités? Il faut les
conceptualisé pour ceux qui sont les plus vulnérables. Même notre système éducationnel travaille pour les plus vulnérables. S'il travaille pour eux, il va travailler pour tout le monde, par exemple. L'apprentissage à distance basé sur la radio avec pas beaucoup de connectivité Internet va aussi permettre à ceux qui sont les plus vulnérables, mais aussi l'augmentissage de support d'apprentissage pour tout le monde. C'est un aspect critique. Il faudrait décider pour les plus vulnérables et ceci va plus travailler pour tout le monde. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas avoir des systèmes parallèles. Parfois, on dit peut-être qu'on peut avoir différents systèmes pour réfugiés, différents systèmes pour les enfants qui ont certains handicaps. Mais habituellement, les systèmes parallèles n'ont pas la même qualité. Même s'ils étaient de la même qualité, ce n'est pas bon pour la société, pour les pays. Quand il y a deux systèmes, c'est comme avoir un système pour l'autre. Et ceci, par lui-même, est un problème. Dans un système avec parallèle société, les enfants vont avoir un manque de ces diversités. Et ceci, il ne faut pas le faire. Troisième, l'inclusion ne dit pas qu'il faut ignorer les différences. Précisément, ces différences doivent être préservées et maintenues, ce qui veut dire que le service d'éducation est beaucoup plus complexe, mais plus riche, et cette complexité a ses effets. C'est des effets parce que la diversité, c'est ce qui fait l'expérience d'éducation beaucoup plus riche pour tout le monde. Et finalement, il faut aussi internaliser que rien n'est facile ni gratuit. Alors, un processus de système d'éducation inclusif est compliqué. Il faut avoir une approche multisectorielle du gouvernement. Et les ministres d'éducation, parfois, il faut prendre des pas pour éducation durable. Mais il faut travailler ensemble avec différents secteurs. Ceci ne peut pas être fait dans un vacuum, mais dans la coopération avec toutes les parties prenantes. Et je dis que quand ce processus n'est pas gratuit, ça veut dire que ça requiert des investissements additionnels pour tout le monde, pour tous les pays. Quand nous disons nous voulons donner la même opportunité, la même chance à tout le monde, ça ne veut pas dire que nous allons tous avoir le même nombre de dépenses. Par exemple, pour certains enfants, ça peut être plus dispendieux. Pour avoir les mêmes chances, ça veut dire, par exemple, donner un service beaucoup plus cher, plus complexe pour certains enfants. Ceci est le contrat social qu'il faut avoir dans la société pour qu'il n'y a pas d'enfant qui est déni un droit, même si c'est plus cher, si c'est plus dispendieux. Cette crise du COVID-19 crée de grands défis économiques pour tous les pays. Ce n'est pas seulement une crise de santé, aussi des problèmes fiscaux dans certains pays, mais malgré ceci, il faut reconnaître que l'éducation, c'est l'élément critique pour donner aux enfants la chance de bâtir un futur. Alors, il faut continuer de travailler avec les pays pour augmenter le financement d'éducation, aussi pour augmenter l'inclusion de tous les enfants. Dans le cas de l'éducation, dans le financement de l'éducation, pour résoudre les défis des enfants avec les handicaps, il faut être flexible. Parfois, il faut avoir l'inclusion dans ces enfants dans les grandes écoles. Parfois, il faut avoir une approche plus ciblée pour certains services spéciaux, mais cette flexibilité est critique. La Banque mondiale, ça fait partie de notre approche de l'éducation. Nous avons inclus un élément qu'on appelle, en fait, c'est des écoles inclusives. Ce n'est pas comme une additionnelle, mais c'est un élément intégral de notre stratégie, parce que ça veut dire dans les écoles, si les écoles ne sont pas sécuritaires, ne sont pas inclusives, tous les autres investissements que nous avons pour tous les outils pédagogiques, pour les livres, pour les enseignants, ne vont pas être relevants. Si l'enfant n'est pas sécuritaire à l'école et s'il n'est pas inclus à l'école. Alors,
Toutes nos opérations à la Banque mondiale résoudre beaucoup de problèmes, comme les petits problèmes, que par exemple, tous les enfants qui ont besoin des lunettes vont les recevoir. Mais de l'autre côté, il faut aussi s'assurer que les parents ne vont jamais cacher un enfant qui a des handicaps, et aussi travailler sur l'acceptation de tous les enfants avec toute cette richesse. Il faut aller des plus petits aux plus grands, plus complexes problèmes pour bâtir des systèmes éducationnels avec tout le vrai support, avec les vrais investisseurs. Et nous savons que ce changement systématique n'est pas facile, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais il faut changer la pensée des gens. Il faut faire un investissement dans toutes les interventions qui vont permettre à tous les enfants de recevoir le droit d'avoir des chances. Il faut utiliser cette opportunité historique, cette crise gigantique, pour reconstruire les systèmes éducationnels qui vont être inclusifs et qui vont donner la même chance à tout le monde. Ça ne va pas être facile, mais personne n'a dit que la politique publique est facile, la politique publique est très compliquée. Il faut donner à tous les enfants le vrai support, le vrai qu'ils ont besoin pour avoir un futur pour tout le monde. Merci beaucoup, Gilles, et j'ai hâte d'entendre la discussion qui va suivre. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour votre message que l'éducation inclusive est la meilleure façon de procéder dans le futur. Maintenant, Manos Santininas, directeur de Global Monitor Report, il nous parlera des recommandations principales de leur analyse sur les politiques de financement équitable de 80 pays parmi le monde et voir quelles sont les leçons apprises pour une meilleure politique dans le futur. Merci Gilles. Alors permettez-moi de partager quelques diapos avec vous. L'inclusion est un thème compliqué et il est utile quelquefois d'être visuel pour mieux comprendre les informations que nous devons partager, bien sûr, avec le reste de la communauté. Donc, nous avons eu la chance dans le dernier Global Education Monitor Report de nous focaliser sur l'inclusion comme thème. Alors, ce que ça veut dire, si nous prenons la dernière conférence du partenariat global d'éducation, il n'y a pas eu la même force, ce thème de l'inclusion. Et bien sûr, cela est dû aux efforts de cette communauté pour l'avoir comme thème aujourd'hui. En 2015, les pays ont signé les ODG 4 et l'orientation vers une éducation inclusive et égale jusqu'en 2030, mais tous les pays n'étaient pas complètement informés ce que ça veut dire. Mais c'était le but que nous avons posé pour élaborer et la conférence peut bien sûr éduquer la communauté internationale. Comment interpréter l'éducation? Ce n'est pas un message que nous avons formulé, c'est un message qui était contenu dans les efforts de la communauté qui a promu le droit à l'éducation inclusive en 2006 et dans la décennie qui a suivi, dans le commentaire général 4 du comité sur les droits des personnes avec handicap a interprété ce droit à l'éducation inclusive généralement qui invite tout le monde de célébrer la diversité des apprentis. Alors, le premier message clé, d'abord les recommandations et les relations avec le financement. D'abord, la première recommandation, il est important d'élargir la compréhension de l'inclusion et ne pas créer des systèmes parallèles parce que les mêmes obstacles que nous avons pour les enfants avec handicap, pour l'éducation générale, existent aussi donc, dans les mécanismes parallèles pour d'autres groupes marginaux. La deuxième recommandation est de faire attention comment concevoir nos mécanismes de financement pour cibler ceux qui sont laissés pour compte, ne pas aussi créer des étiquettes et nous devons considérer aussi la gamme de services que nous devons fournir pour qu'ils soient accessibles à chaque école, chaque gouvernement local.
Voilà. La troisième recommandation, la gestion et le défi de gestion. Beaucoup de systèmes d'éducation ont ciblé des ressources, isolé les ressources dans des unités spéciales et pour cela, il n'était pas physiquement possible de les faire mainstream. Alors, il faut partager des ressources et de l'expertise, des connaissances. Voilà, bien sûr, beaucoup de systèmes d'éducation doivent faire cet effort. La quatrième recommandation concerne les consultations. Nous avons besoin pour que les gens participent pour surmonter beaucoup de résistance à cette politique d'inclusion et cela est possible par la discussion. La cinquième recommandation est la coopération entre différents services gouvernementaux, ce qui est clé pour améliorer l'efficacité et l'efficience du financement. Ces services, c'est complémentaire si, bien sûr, les acteurs d'éducation publique, privés, travailleurs sociaux échangent des informations sur les gens qui en ont besoin. Bien sûr, les ressources sont limitées. Nous avons besoin d'un soutien des acteurs non gouvernementaux, mais soyons prudents comment nous construisons ces services des acteurs non gouvernementaux pour que ces services soutiennent vraiment d'une manière efficace quand il s'agit des ressources gouvernementales. Voilà aussi le design universel et les études l'ont démontré, cela coûte moins que les autres tentatives. Donc, cette conception universelle. Donc, infrastructure aussi, mais pas seulement, l'environnement pour l'apprentissage, les matériaux, etc. Et voilà la recommandation la plus chère, numéro 8, préparer tout et former tous les enseignants pour enseigner à tous les étudiants. Il faut les former. La neuvième, le besoin de collecter les données attentivement, bien sûr, les données financières. Et il a été très difficile de trouver des exemples positifs comment les gouvernements investissent des ressources dans l'éducation inclusive. Bien sûr, il faut apprendre de nos collègues, bien sûr, parce que tout le monde ne connaît pas toutes les réponses à des questions difficiles. En bref, nous avons ici une gamme de ressources. Il faut communiquer ces messages. Nous avons bien sûr un résumé et ainsi que le rapport et aussi des documents qui sont mentionnés, surtout ceux pour la libération de financement pour l'éducation équitable et uniquement 20% de pays se sont montrés orientés à résoudre des problèmes de l'éducation inclusive et de qualité et d'égalité. Cette information a été contenue dans notre nouvelle ressource. Nous avons deux types de profils sur 160 pays pour l'inclusion et aussi pour 80 pays sur les défis du financement. Bien sûr, vous pouvez les voir et les améliorer. Nous avons ici eu deux rapports régionaux, bien sûr, pour des différentes régions du monde. Toutes ces ressources et encore davantage avec des vidéos infographiques, des animations existent pour transférer ce message pour aider les pays à réaliser l'égalité et l'inclusion. Merci. Merci beaucoup, Manus. C'est très bien d'entendre tous ces pays dans la vraie direction. C'est vraiment l'appel à l'action qu'il faut tous répondre durant ce sommet pour le financement. C'est bien de voir tous vos questions et vos commentaires dans le chat. Aussi, partager, de dire quel pays vous venez aussi. Nous aurons aussi le temps de
répondre à vos questions plus tard. Maintenant, Diane Richler, qui est représentant du réseau GLAD, elle va dire comment ce corps global de plusieurs donateurs ensemble avec des organisations, avec les personnes avec les handicaps et aussi des fondations privées vont se mettre ensemble pour changer la situation pour l'éducation inclusive et aussi qui sont à l'aval pour s'assurer que les besoins des personnes avec les handicaps sont au centre des pays du GPI et aussi des politiques, des secteurs et aussi des plans. Merci beaucoup, Jill. J'ai un grand défi maintenant. Mais parce que GLAD est composé, comme vous l'aviez dit, c'est une grande différence de membres, nous avons plusieurs différentes perspectives. Et pour résoudre à toutes les questions que vous avez mentionnées, je voudrais me concentrer sur 2 points. Premier, c'est de dire que les membres du GLAD disent sont les plus grandes barrières pour les personnes pour l'apprentissage dans les systèmes complètement inclusifs. Et deuxième, comment peut-on prendre le plus grand avantage de ce que nous offre la société civile, spécialement de l'expertise technique pour supporter l'inclusion? Tout d'abord, pour les barrières, la publication du rapport 2020 GEM a été vraiment un grand support pour monter la connaissance des gens au sujet de l'éducation inclusive, mais un des plus importants messages de ce rapport, c'est le malentendu de ce que l'éducation inclusive représente. Je pense que c'est vraiment critique pour reconnaître, comme le monsieur a déjà dit, que ce que beaucoup de pays décrivent comme l'éducation inclusive, tout simplement veut dire donner de l'éducation à des personnes avec les handicaps. Et le plus courant, c'est dans la ségrégation. Alors vraiment, la question, c'est de se concentrer de ce que veut dire l'inclusion en ce qui concerne les budgets présents pour l'inclusion sont en fait des budgets pour l'éducation ségrégation. C'est un rapport de la Banque mondiale il y a quelques années a montré que la plupart de l'investissement à travers des fonds GPE pour les personnes avec les handicaps était vraiment pour financer des programmes ségrégation au lieu de supporter l'inclusion. Mais aussi, Kanye a dit quelque chose de très important pour le financement, pour l'inclusion, d'être inclus pour tous les secteurs. Quand on dit le financement pour l'inclusion, c'est quand c'est un élément plus séparé pour l'éducation, pour l'inclusif. On a vu ça durant le COVID, des programmes qui ont été perçus comme des extras qui étaient additionnels et étaient des cibles pour les coupes, et les personnes qui étaient marginalisées sont devenues encore plus marginalisées. Un autre point que Jaime a mentionné, que je pense est très critique, c'est une approche, c'est à travers tous les ministères qui sont relevants pour les questions des personnes avec les handicaps. Pour les personnes, les apprentisseurs avec handicap, c'est le support, la santé, ceux qui supportent les femmes et les enfants, et aussi les finances. Et je pense beaucoup trop souvent le support qui est à travers l'éducation, mais il faudrait bien sûr de parler avec les ministères de financement aussi du plan, qui vont décider sinon si les supports vont être en place ou pas. Une autre question, c'est que si on inclut les apprentisseurs avec les handicaps, si ce n'est pas fait partie des plans, ce secteur, ça devient très difficile d'avoir des ressources pour l'inclusion. Alors, le processus à travers lequel les plans d'éducation sont développés doivent vraiment être ceux qui représentent les personnes avec les handicaps. Pour les mentionner, ces organismes ont besoin de recevoir le support pour être capables de participer normalement. Et
Une fois que l'inclusion fait partie du plan de secteur de l'éducation, ça devient possible dans les années à venir de faire des investissements. Je voudrais prendre une minute pour parler de l'expertise de la société civile. Malheureusement, je pense que la tradition dans la plupart des pays qui sont moins riches, ça veut dire pour les ONG internationaux, de venir de combler un manque quand des apprentissaires avec des handicaps n'ont pas reçu de l'éducation et de créer un système parallèle, créer des écoles spéciales pour les apprentissaires avec différents handicaps. Alors, parfois des ONG internationales ou des organismes religieux pour les apprentissaires qui sont aveugles ou qui sont sourds, qui ont des problèmes intellectuels, associés à créer deux problèmes. Ceci a gardé ces apprentissaires à l'extérieur du système. Et aussi, le gouvernement n'avait pas de responsabilité pour ces apprentissaires. Alors, s'il n'avait pas de responsabilité, il ne devait pas promouvoir l'inclusion. Un autre dernier point, les organismes pour les personnes avec handicap, pour qu'ils puissent participer, aussi les autres membres de la société civile, doivent être supportés pour être capables de s'engager normalement. Ceci va prendre du temps. Mon dernier point, quand on parle de l'inclusion, on ne parle pas de programmes parallèles. On ne parle pas de systèmes spéciaux, on parle d'une transformation culturelle. On parle d'une disruption positive à l'intérieur des systèmes éducationnels. La même façon dont on a transféré des téléphones fixes aux téléphones cellulaires, mobiles, pour permettre aux personnes d'autres pays de participer, ou par exemple aussi de parler des droits de santé de personnes handicapées comme garantie. Ceci va permettre de promouvoir la qualité et de l'éducation équitable pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Diane. Excellent Merci, Diane. d'entendre comment cette initiative soutient la communauté des donateurs pour prioriser les efforts d'avoir l'égalité et l'inclusion comme critère principal dans tous les domaines en partenariat avec les gouvernements et les partenariats pour l'application. Et maintenant, nous avons 3 ministres de l'Éducation et 2 personnes handicapées, 2 personnes jeunes, d'entendre sur des nouvelles initiatives pour accélérer le progrès pour l'éducation inclusive partout dans le monde. Si nous avons le temps, après les premières questions, nous ouvrirons le débat pour le public et bien sûr, vous pouvez mettre vos questions dans le chat et en ajoutant votre organisation, bien sûr, votre nom. Je voudrais demander Shiva Shrestha, le président de l'association des personnes avec des déficiences mentales au Népal. Qu'est-ce que l'éducation inclusive signifie pour vous? समावेशी शिक्षा भनेको चाहिँ शिक्षाको प्रयोगमा सबैले पढ्न पाउनुपर्छ त्यसका समावेशी शिक्षा भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा नभएका व्यक्ति सबै एकै विद्यालय Personnes avec des handicaps qui devraient avoir la capacité, devraient être capables d'apprendre de ces institutions sans discrimination. L'éducation inclusive, pour moi, c'est l'éducation où les personnes avec ou sans handicap sont traitées également et ont les capacités nécessaires. Quand on parle de l'éducation inclusive, ne doit pas être limitée à la personne avec les handicaps intellectuels, mais aussi la diversité de tous les handicaps et aussi respecter
Et aussi, il faut faire les ajustements appropriés pour que Merci de partager cela. Je voudrais maintenant demander David Monina Senga, le ministre de l'Éducation et représentant pour les innovations pour l'Institut pour les innovations dans la science et la technologie de Sierra Leone. Je souhaite bien sûr vous féliciter pour vos efforts. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le processus de développer cette politique, se focalisant sur voilà, les obstacles qui empêchent les enfants avec handicap de réaliser leur goal? Merci beaucoup. Ça a été une conversation fantastique. Alors, il est excellent que les personnes de partout dans le monde peuvent partager leurs idées et voilà, partager les données dans ces conférences. Je pense que quand nous avons pour la première fois débattu l'inclusion au temps du rapport, il y a eu une proposition de politique sur le handicap dans le monde, dans le ministère. Il y a des gens qui voulaient parler des enfants de rue, des jeunes femmes enceintes. Il y a eu beaucoup de groupes d'intérêt qui ont été motivés individuellement par nos activités, ce qui a été positif. Bien sûr, quand je suis venu comme ministre, j'ai pris une distance et je regardais des propositions différentes. Alors j'ai dit, il est important de parler des enfants handicapés, mais aussi des enfants enceintes, mais aussi des enfants qui sont dans des communautés rurales, des enfants pauvres. Et nous devons avoir une politique qui se focalisera sur les personnes avec des déficiences et des handicaps physiques, mentaux, de groupes différents. Voilà, des jeunes filles enceintes et les gens dont on peut accéder avec difficulté. Voilà ce qui a mené à cette politique, que cette politique peut être expansive et informer les citoyens. Ce n'est pas été voilà, combattre les traditions, mais pour voir que nous, comme une société, estimons que chacun doit aller à l'école. Et très souvent, les plus marginalisés, par exemple, sont les filles qui sont déjà des mamans, qui sont enceintes, qui ont peut-être un obstacle physique pour aller à l'école. Si quelque chose est positif pour eux, cela sera positif pour tout le monde. Alors, cette approche nous informe comment modeler nos politiques et nos actions comme gouvernement. Et alors, voilà, nous avons eu un collègue dans le nord du pays. Voilà, ce chef de tribu a eu 3 minutes de parler au président sur n'importe quel thème et il a dit, Votre Excellence, je vous remercie pour la politique radicale de l'inclusion, je vous remercie pour renvoyer les écoles, les filles enceintes à l'école qui les ont voilà, quittées précédemment. Voilà, c'était une surprise pour moi et c'était fantastique de voir comment les gens dont nous pensions aller résister au changement, maintenant sont les promoteurs de cette politique. J'ai visité des endroits avec mon équipe. Je m'arrête dans ma voiture dans voilà, des régions très éloignées et je passais 3 heures à parler avec les villageois. Merci, incroyable. Alors, la ministre d'éducation de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, je voulais demander quelles mesures ont été réalisées par votre pays, l'Éthiopie, au sujet de ce thème, les mesures budgétaires pour l'accès à l'éducation et soutenir les enfants et les apprenants avec handicap, qui sont bien sûr désavantagés. Peut-être que
Je pense qu'on a certains problèmes de connectivité de technique. Maintenant, je voudrais demander à l'assistant au ministère de l'Éducation du Ghana comment ils ont utilisé la stratégie pour donner l'accès à l'éducation à tous les enfants et comment est-ce qu'ils ont financé cette initiative. John and Tim, if you would like to tell us about Alors, Ghana's Jonathan, si vous voulez parler du concept du Ghana pour l'éducation. Okay, while we're waiting. OK. Pendant qu'on attend pour la réponse, je voudrais aussi inclure Fernando Santana de l'Association brésilienne pour l'action et les droits des personnes avec l'autisme. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire que signifie pour vous l'éducation inclusive? Je dirais que je suis d'accord avec Shiva. Cela veut dire tout le monde ensemble, apprendre ensemble et voilà, grandir ensemble. Et je pense que il s'agit de l'égalité et le respect pour toute la diversité humaine. Je pense qu'il s'agit aussi d'un changement profond dans nos sociétés et la structure de notre société. Parce que ce qui se passe, nous avons beaucoup d'adultes qui n'ont jamais étudié avec des enfants avec handicap quand eux-mêmes ils étaient des enfants. Donc, ils ont grandi sans contact et n'ont pas de contact avec des personnes handicapées, ce qui crée des malentendus et des préjugés, pardon. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, ces gens sont des gens qui disent non à l'éducation inclusive et ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est bien, mais ce n'est pas bien. Les gens qui sont aujourd'hui des enfants, qui sont sans handicap, s'ils grandissent de la même manière, ce cycle se répétera à nouveau et à nouveau. Donc, l'éducation inclusive est une manière de casser ce cycle et de faire les choses différemment. Je me rappelle toujours d'un collègue que j'avais à l'université. Il m'a dit, Fernanda, avant que je t'ai connue, j'ai eu une idée complètement différente sur l'autisme parce que moi, je suis autiste, ce qui est le handicap. Mais en travaillant avec toi, à l'université, j'ai changé d'avis. Un jour, si j'ai la chance, je réjouirais de travailler avec d'autres gens avec handicap parce que j'ai eu la chance de les comprendre mieux avec toi. Je me souviendrai toujours de cela parce que c'est ce qui est important, c'est comment nous pouvons déconstruire les problèmes à long terme. Donc, l'éducation inclusive porte sur ces grandes transformations. That's really well put, that it's all about big transformations. I'd love to try again to pull in John and Tim Forjour, Deputy Minister. Maintenant, je voudrais aussi appeler l'assistant ministère de l'Éducation du Ghana en ce qui concerne ce thème de la transformation.
que Fernanda a mentionné. Quand on regarde le concept universel du Ghana comme une stratégie pour donner l'accès à tous les enfants, si vous pourriez nous parler de ce thème, comment vous alliez financer cette initiative. OK. Nous espérons entendre de notre ami du Ghana bientôt, mais en même temps, je voudrais vous faire retourner à Shiva Shrestha pour vous demander, comme une personne avec un handicap intellectuel, qu'est-ce que vous voudriez avoir comme priorité pour les gouvernements et les organismes? Dans mon opinion et mon expérience, travaillant comme un soit représentant pour les personnes avec les handicaps intellectuels, la chose la plus importante, c'est l'éducation inclusive sans de coûts additionnels pour les parents ou pour les personnes eux-mêmes. Les donateurs et les gouvernements doivent mettre ces questions comme priorité et comme résultat, ce discours a été implémenté. Les différentes politiques sont en place, mais les allocations budgétaires appropriées, l'investissement besoin pour traduire ces belles politiques dans la réalité, comme les soins d'éducation, meilleure institution, et aussi le système de support pour l'administration de l'école, le gouvernement, ce qui est important pour avoir un meilleur investissement pour l'inclusion des personnes avec et sans handicap. La plupart des gouvernements, les financeurs, doivent donner aux personnes avec les handicaps intellectuels pour que le budget peut être alloué. Et pour les donateurs, le gouvernement doit toujours mettre devant les personnes avec les handicaps intellectuels parce qu'ils ont des droits. Ils ont le droit d'avoir l'éducation, ils ont la capacité d'apprendre dans un environnement inclusif sans discrimination, mais avec un système de support auquel ils ont droit. Et le gouvernement devrait aussi créer un environnement pour s'assurer de la chance équitable. Et ceci va augmenter l'inclusion dans le système scolaire et aussi dans la communauté, dans l'administration. Et aussi pour le ministère de l'Éducation du gouvernement doivent développer ce concept universel pour donner des structures de support qui doivent exister pour que les personnes sans handicap peuvent être capables d'avoir les mêmes chances, soit qu'ils ont ou n'ont pas des handicaps. Et ces systèmes doivent être inclus complètement dans le système et l'école pour que les personnes avec ou sans handicap ont les mêmes chances. Et tout ce qui est nécessaire comme investissement Merci. doit être additionné. C'est une grande chance d'entendre des messages différents. Continuez avec votre question. Maintenant, encore une fois, David Nonina Singh, que nous avons déjà entendu, de Sierra Leone. Alors, vous nous avez parlé des politiques d'inclusion radicale dans les écoles. Dans cette nouvelle politique, il y a un focus sur la formation des enseignants, le partenariat entre les écoles spéciales et les écoles principales. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur la stratégie de budget pour mettre la mise en œuvre de cette politique? Voilà, d'abord, vous devez mesurer cette stratégie. Alors, ce que nous avons vu au Sierra Leone, nous avons 5 fois plus d'enfants avec handicap dans les écoles, dans les classes,
dans les dernières 6 années, alors nous pouvons le mesurer et aussi en mettre en œuvre la stratégie. Nous avons le soutien de la commission des enseignants qui gère les enseignants pour les formations. Il y a une formation continue et donc les enseignants doivent travailler, se former, apprendre les modules différents et cela fait part de notre manuel de formation des enseignants. Alors, quand nous recrutons les enseignants, nous s'assurons que voilà, ils connaissent l'inclusion et dans des différents ateliers que nous organisons, nous avons des ressources et des formations pour les enseignants qui travaillent déjà. Donc, il y aura besoin du temps, mais c'est notre engagement d'investir dans la formation des enseignements. Cet investissement dépend bien sûr de la coopération. Alors, quels autres services participent dans ces actions? Pour nous, nous avons le ministère des Affaires sociales, qui est un grand partenaire, et une personne que j'ai nommée récemment pour gérer dans la commission de la formation des enseignants est un grand connaisseur de cette problématique. Nous travaillons avec les écoles pour les enfants handicapés, les organisations des différentes fondations, aussi les ONG. Nous travaillons avec les partenaires comme Humanity Inclusion, une organisation de Handicap International, et nous assurons que ces stratégies sont planifiées et voilà, parlent de l'inclusion. Donc, vous avez raison, non seulement le gouvernement, mais les institutions qui peuvent nous aider dans la formation des fondations privées et ONG. Okay, well, thank you for sharing that. Love to hear from Merci pour votre. Vous avez partagé. Je voudrais entendre le docteur de l'Éthiopie, ministère de l'Éducation, s'il est là, qui font partie de ce catalyste pour ce changement, pour ce mouvement vers l'éducation inclusive. Pourriez-vous nous dire comment ceci fonctionne? Nous attendons toujours pour recevoir cette connexion. Alors, pourrais-je donner la parole à Fernanda Santana? Merci beaucoup de rester ici avec l'Association brésilienne pour le droit des personnes avec autisme. Que voudriez-vous pour les fonds, pour les investisseurs, les gouvernements, de mettre en priorité? En fait, trois choses. La première, je pense la plus importante, à travers des personnes avec handicap pour les organismes. Nous devons être là, nous devons planifier parce que nous savons ce qu'il faut utiliser. Nous avons la Convention des droits des personnes avec handicap. Il faut faire attention à ceci et aussi prendre au sérieux. Ça veut dire un système inclusif avec aucune autre possibilité. Deuxièmement, il faut faire plus attention de plus à ce qui arrive dans les écoles parce que personne ne peut apprendre avec s'il y a des problèmes de santé, d'éducation, de nourriture. Il faut avoir des standards minimaux. Il faut comprendre la communauté. En ce qui considérant le coût additionnel et aussi la statistique avec la violence, la stigmatisation et la pauvreté et tout ça, je voudrais dire que la protection sociale est très importante, spécialement importante, quand on parle pour assurer l'accès à l'éducation. Et c'est comme durant la pandémie et après la pandémie avance. Et la troisième et dernière chose,
Ça veut dire que les personnes, ce que j'ai expérimenté dans les dernières années en termes d'autisme ici au Brésil, parfois les gens pensent que si on n'a pas accès à un droit, peut justifier ne pas avoir accès à un autre droit. Mais ceci n'est pas correct d'avoir, par exemple, l'habilitation comme un requiert pour avoir accès à l'éducation. J'ai vu des enfants qui ne peuvent pas parler et qui n'ont pas accès à une communication alternative, qui sont exclus, supposément, jusqu'au moment où ils commencent à parler ou quand ils sont prêts. Mais qu'est-ce qui va arriver s'ils ne sont pas capables de parler? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais avoir le droit d'avoir accès à l'école. Je ne peux vraiment pas comprendre comment quelqu'un peut comprendre ceci comme différent de la discrimination. Bien sûr, la communication est très importante. Tout le monde a le droit d'avoir accès à la technologie systématique et aussi service. Il faut être capable de communiquer dans la manière la plus confortable aussi possible. Mais c'est mieux dire que si on a la violation de ces droits, il faut justifier la violation d'autres droits aussi. Quand on parle de la politique publique, il faut arrêter de penser à comment on va protéger ces gens, comment assurer le bien-être supposément, et avoir un focus sur les droits humains. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'être des membres actifs de notre société. Pour ceci, il faut être considéré comme des personnes et prendre en compte comme tout le monde, être comme tout le monde. C'est tout. Excellent. Nous avons beaucoup de questions dans le chat. Bien sûr, tout le monde écoute attentivement et voilà, tous ces problèmes sont mentionnés et résonnent parmi tous les gens dans toutes les parties du monde. Et bien sûr, nous voudrions poser ces questions à nos panélistes et nous avons Alice Hardy, LD Shiva. Merci pour votre intervention excellente sur les droits des personnes avec des déficiences intellectuelles. Et voilà, c'est très positif. Donc, nous avons été en mesure de poser toutes ces questions ensemble et je regarde d'autres questions, voilà, en essayant de soutenir les enseignants qui doivent, voilà, avoir des outils pour continuer à répondre aux besoins qui changent, qui évoluent au gré de la pandémie aussi. Et nous voudrions aussi entendre sur le rôle des appareils numériques et leur importance pour les enseignants en les aidant. Voilà, nous avons entendu un peu à ce sujet précédemment. Alors, je voudrais demander à Fernanda sur le rôle des appareils numériques dans l'éducation inclusive. Je pense qu'il est extrêmement important de reconnaître les appareils numériques comme voilà, des outils qui assurent une participation équitable. Quelquefois, les gens regardent cela comme un privilège qui facilite les choses, mais ce n'est pas exactement ça. Nous n'avons pas besoin de quelque chose de plus facile, mais égal, des appareils non seulement numériques, des outils qui sont aussi non numériques. Très souvent, cela est fondamental et fait une grande différence. Alors, par exemple, je dirais que je connais des personnes qui ont beaucoup de problèmes à écrire
Ils ont des problèmes de coordination physique et pour eux, taper sur un clavier est beaucoup plus facile. Dans ce cas, voilà, ce sont des technologies assistives pour assurer un accès à une technologie assistée qui aidera tout le monde. Et dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, bien sûr, les choses deviennent plus compliquées. Nous devons aussi réfléchir à l'accessibilité. Comment faire, par exemple, l'éducation en ligne accessible à tout le monde, ce qui veut dire d'abord s'assurer à que tout le monde a les outils appropriés, adaptés pour participer. Tout le monde a accès à l'Internet ou accès aux autres voilà, connexions, comme par exemple, dans certains endroits, nous avons des classes à la télévision, bien sûr. Alors, les enfants peuvent avoir accès aux mêmes choses, au même contenu que tout le monde, ce qui doit être enseigné d'une manière accessible, non pas d'une manière complexe. Donc, il s'agit principalement, désolé, mais je ne trouve pas le mot. Il faut, voilà, avoir le design inclusif, de réfléchir à tous les systèmes dans la conception inclusive pour réfléchir à des étudiants qui sont complètement différents. Je suis étudiante, je vais à l'université. Nous avons voilà, des classes en ligne, bien sûr, et je peux dire que dans ce moment, il est très, très difficile de ne pas abandonner tout, car le système n'a pas été planifié d'une manière inclusive, car personne du début n'a pas réfléchi au fait que les étudiants avec handicap existent déjà. Donc, il est très dur si vous parlez directement à votre professeur ou à votre voilà, enseignant généralement, et vous lui dites, j'ai ces problèmes, nous avons besoin des accommodations, adaptations. Il y en a qui peuvent le faire, mais très souvent, c'est vraiment dur, car le système entier, la planification a été faite sans réfléchir, considérer les étudiants avec handicap. Voilà, c'est très compliqué pour nous. Ce n'est pas évident. Et nous sentons laissés pour compte plus qu'avant. Donc, c'est choquant d'y assister. Voilà. Il est clair il est choquant de voir comment le système, comment dire, voilà, c'est un message pour nous qui nous dit, vous n'êtes pas important. Vous ne faites pas partie du système. Ce qui n'est pas vrai. Tout le monde est important. Nous avons le droit d'exister au sein de système comme tout le monde. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment un point très important. Vous avez parlé de la conception, aussi le rôle de la technologie, aussi la planification inclusive à ce thème. Nous avons une question au chat. On voudrait vraiment le demander à Jaime Saavedra. Merci de rester ici avec nous. Comment l'éducation inclusive durant la COVID-19 peut être délivrée quand l'accès à la technologie est limité dans plusieurs pays? Alors, comment est-ce qu'on peut avoir la délivrance de cette éducation
inclusive peut être équitable quand cet accès est très pauvre? Et comment peut-on donner du financement pour ceci parce qu'il y a beaucoup de contraintes fiscales? Bon, vous pouvez m'entendre. Merci beaucoup pour la question. En fait, un des plus grands problèmes, c'est justement cette inégalité, et pas seulement l'inégalité, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas en école, qui ne sont pas inclus dans l'école. Plusieurs mois en Asie du Sud, aussi Amérique latine, c'est plus de 100 jours d'école. C'est vraiment un effet beaucoup plus disproportionné pour les enfants qui recevaient certains services qui étaient spécifiques pour eux. Et pour ajouter à ceci, avant la crise, nous avions une division numérique. Malheureusement, cette division numérique qui s'est accrue et aussi fait ces inégalités beaucoup plus larges parce que plusieurs enfants, l'accès à la technologie a permis d'avoir la connexion avec leurs enseignants et avec d'autres élèves, mais pour la plupart des enfants, même dans les pays de revenus moyens bas, l'accès à l'école, une très grande portion va être 0% d'accès. Alors, il y a des enfants qui avaient l'activité avec les enfants, qui avaient de support à la maison, qui ont eu des livres à l'école, et aussi l'autre extrême qui n'avait rien de ces conditions. Alors, cette inégalité a dramatiquement été augmentée avec ceci, avec cette crise, et elle a frappé encore plus les enfants avec différents types de défis, de handicap. Il y a vraiment des bonnes expériences. Par exemple, certains systèmes, par exemple, la télévision avait le langage de signes, aussi augmenté le nombre. Pour les personnes avec les handicaps ont eu l'accès, c'était vraiment positif. C'est quelque chose qu'il faudrait continuer après cette pandémie. Mais malgré tout ceci, le défi de financement et aussi le défi dans cette situation est très, très complexe, extrêmement complexe. C'est pour cela que j'appelle ici pour non seulement protéger, mais pour aussi l'augmentation de le financement pour l'éducation. C'est vraiment essentiel. Quand on parle de financement de l'éducation, aussi, il faut augmenter. Ça veut dire que pour certaines populations, certains types d'enfants et jeunes adultes, il faudrait investir plus. Pourquoi? Parce que les systèmes aujourd'hui n'ont pas été planifiés, n'ont pas été conçus pour inclure tout le monde. Mais il faut bâtir sur la situation qu'on a, l'infrastructure, nouvelle infrastructure, nouveaux projets, on peut utiliser, mais il faut s'assurer que n'importe où est-ce qu'on est, il faut investir tout ce qui est important. Si ces investissements sont plus importants pour certaines populations, c'est OK, c'est essentiel, ça fait partie du contrat social. Merci pour les questions que vous avez posées. Alors, nous avons encore une question sur le même plan. Mela Santoninis, dites-nous, bien sûr, beaucoup a été écrit sur le besoin d'avoir un financement adéquat pour l'éducation inclusive. Il y a beaucoup de documents sur les types de modèles de financement. Alors, mais il n'y a pas assez de données sur les réalisations et des exemples sur le financement global de l'éducation inclusive dans de différents pays. Est-ce que vous connaissez des rapports ou des documents que nous pourrions consulter dans ces pays? Car voilà, il est très difficile de faire du plaidoyer avec nos ministères d'éducation sans avoir des exemples concrets. Comment le financement de l'éducation inclusive fonctionne dans certains pays? Merci. J'ai vu cette question de Robin Beer et je pense, voilà, c'est la clé. C'est une question qui nous échappe
et j'y ai fait allusion dans notre dernière éducation. Il n'y a pas assez de données sur comment les pays financent l'éducation inclusive, nonobstant la perception, parce que pour beaucoup de pays, malheureusement, la perception de l'éducation inclusive et l'éducation spéciale et donc les allocations budgétaires se réfèrent à des services spéciaux. Déjà, il est difficile de surmonter cette restriction. Donc, l'éducation inclusive doit être perçue comme un service de haute qualité pour chaque enfant dans son école locale. Mais nous n'avons pas beaucoup de preuves de ces pays à faible revenu ou médiane, car cette conception de l'éducation inclusive est différente. Les pays ont euh, commencer à comprendre cette approche à l'inclusion, la pratique, bien sûr, est moins performante. Alors, la meilleure expérience que nous avons est des pays qui ont essayé avec du financement ciblé envers les enfants qui requièrent une attention spéciale. Mais ce qui a été un défi, que le nombre d'enfants qui ont été identifiés comme tels dans ces catégories a continué à augmenter, même dans pays qui ont une bonne connaissance, par exemple en Finlande. Et ils ont dû réformer leur système de financement il y a 10 ans, quand le nombre des enfants de l'éducation spéciale a augmenté de 3% en une décennie. Voilà, ils sont aussi concernés par l'allocation parce que la plupart des pays, la responsabilité de la mise en œuvre de l'éducation, donc l'éducation inclusive, est dans les mains des gouvernements locaux et il y a bien sûr des différences de capacité. Alors, ce que les Finlandais ont fait, ils ont changé le modèle. Et maintenant, ils ont un modèle de capitation à part des étudiants avec un handicap grave qui demandent une approche différente. Voilà, c'est pour beaucoup de gens, c'est une approche double. Alors, la question est qui est englobé par cette approche? Alors, pour des pays riches, disons, une partie de cette approche est cibler un petit groupe d'étudiants avec un handicap grave, mais pour tout le monde, tout le reste, et de donner du financement aux unités de gouvernement local pour s'assurer avoir des ressources à fournir des ressources pour tous les étudiants. Le Portugal est un autre exemple. Ce pays a mis en œuvre cette approche de fournir des services par les besoins et non par les catégories d'étudiants. Plus généralement, dans ma présentation, j'ai mentionné le document que nous avons eu sur l'égalité et le financement. Si nous parlons du financement général pour l'éducation égalitaire, alors cela est important parce que cela impacte le financement de l'éducation inclusive. J'ai dit que 20% des pays ont pu présenter un engagement envers pour canaliser le financement de la manière pour aider les gens handicapés. Les ministères de l'éducation très souvent ne pensent pas de manière générale. Déjà, comment les gouvernements centraux donnent le financement au gouvernement local? Nous ne considérons très souvent pas les différences entre les unités locales, des régions, des municipalités, etc., etc. Il faut avoir le financement qui considère une région qui est des problèmes. Il y a beaucoup de tensions. Alors, comment les pays
Comment le pays distribue des ressources aux écoles. Alors, il faut tenir compte des différentes caractéristiques des écoles et de leur donner assez, car des pays donnent des financements, mais ce n'est pas assez pour faire la différence. Alors, comment les gouvernements donnent ces ressources aux étudiants? Ils donnent des bourses, par exemple, dans un système de mérite, mais bien sûr, ce n'est pas positif pour les enfants qui ont besoin le plus de cette aide. Et aussi, alors, le financement que les ministères peuvent utiliser d'autres ministères peuvent avoir un grand impact sur l'éducation. Donc, il n'y a pas de planification adaptée. Bien sûr, c'est une réponse très compliquée, très longue, mais voilà, c'est une question qui est extrêmement difficile. Et voilà, cela a été notre approche dans notre rapport. Comme vous avez déjà mentionné, ce sont tous des grands défis, vraiment des questions très importantes. Si le financement, toujours, maintenant, je voudrais donner la parole à Ian Watfield, c'est le conseiller pour le Royaume-Uni, pour l'Office pour le développement commun, pour l'éducation. Alors, quel effort ont pris votre office pour promouvoir le financement de l'éducation équitable à travers toutes ces activités? Merci beaucoup, Gilles. Grand merci à tous les panélistes, toutes les institutions, toutes les ONG et aussi les organismes des personnes handicapées. Ça a vraiment été fascinant de vous écouter. Je voudrais tout d'abord dire que je suis vraiment d'accord avec ce qu'on a entendu parler aujourd'hui, comment la pandémie a exposé ces inégalités globales. J'étais vraiment fier d'être membre du sommet de handicap qui s'est tenu il y a 3 ans à Londres. Ça a vraiment démontré l'importance de l'éducation inclusive qui doit être montée globalement. Nous avons eu beaucoup d'évidence que les enfants avec les handicaps sont les plus affectés. Les groupes qui ont le risque d'exclusion, aussi le blocage d'accès aux services adaptés, aussi d'autres outils et aussi des restrictions avec le confinement. Ça peut prendre des ans. Alors, ce sommet, cette semaine, essaie d'augmenter l'aide et le financement pour qu'on a vu à l'STO. Ça veut dire que c'est très important, spécialement pour les pays de moyens revenus, mais aussi des pays de petits revenus. Nous pouvons voir aussi des ministères de financement comme importance pour l'économie, les emplois, potentiellement avec le manque pour le monde. Les exemples qu'on a vus, l'inclusion est vraiment la musique à nos oreilles. Nous avons ce grand partenariat au Sierra Leone, et c'est vraiment... On n'a pas entendu parler de notre ministre collègue Ghana en Éthiopie parce que je sais qu'il y a vraiment des grands problèmes, des grandes bonnes situations là-bas. Ce que j'ai entendu parler, cette capacité de réimaginer l'éducation avec les FSDO qui va être ensemble, Diana que mentionnait, ces perceptions aujourd'hui qu'il faut, je pense que Manos, c'est 10 points. Il faut avoir ces consultations d'en bas en haut pour savoir ce qui fonctionne le meilleur. Pour avoir cette expertise des personnes sur le terrain, comme Shiva, on a entendu parler du Népal, comment ce qui est vraiment important, ce qui est requis. Au Népal, j'ai tout récemment une expérience partiellement réponse à la question, Robin, que Manos a partiellement répondu. Ils ont vraiment essayé de combiner des cartes de système identité handicap avec l'assistance sociale, aussi pour l'éducation, la santé et tous les autres services, mais ça n'a pas vraiment marché beaucoup pour
pour l'éducation de ségrégation, comme c'est appelé l'éducation spéciale, il faudrait avoir encore plus de focus, plus de direction, plus pratique pour s'assurer qu'ils sont de taille pour les systèmes de gouvernement en partenariat avec ces gouvernements. Nous avons de forts programmes dans la plupart des pays qui sont membres, qui étaient mentionnés, l'Éthiopie, Sierra Leone, Ghana, mais aussi beaucoup de travail en Jordanie, Ouganda, Pakistan, Bangladesh. Et il ne faudrait pas oublier la Tanzanie non plus. Je vais essayer d'aller plus lentement pour l'interprète, je m'excuse. Je pense que le rapport du suivi pour l'éducation nous permette d'avoir un contraste, ces approches pour ces profils pour augmenter le financement. Vous pouvez entendre des sites Internet, aussi des profils de données. Je pense que c'est vraiment des outils critiques pour les pays et aussi pour les communautés qui vont supporter les pays pour les politiques de financement. Il ne faudrait pas oublier que le JPE sont vraiment impactés dans les pays. Les organismes ici, comme la Banque mondiale, je voudrais entendre parler de Jaime, de cette éducation inclusive aussi, les lignes de guide, et aussi à travers tous les programmes de la Banque mondiale pour l'éducation, parce que ceci va permettre de mieux utiliser les ressources du GPE aussi à travers le sommet cette semaine. Et aussi pour conclure, je pense que c'est très important pour que ces financements, ces promesses de dépenses doivent être utilisées sagement. Ce n'est pas vraiment aussi la largeur de votre budget, mais comment avoir accès aux enfants qui sont les plus marginalisés, qui n'ont par exemple n'ont jamais été à l'école ou qui ont arrêté d'aller à l'école à cause du COVID. Et aussi pour cette inclusion aussi, l'accès universel. Ces principes que beaucoup de personnes ont mentionnés aujourd'hui. C'est vraiment les grands bénéfices de longue durée qui sont importants. Merci beaucoup. Je m'excuse si j'ai pris beaucoup de temps. Merci pour consolider tout cela, contextualiser cette question sur le financement. Encore une question dans le chat que nous voulons poser à Diane Richler. Est-ce que vous pensez que le partenariat global pour l'éducation peut promouvoir le financement séparé pour l'inclusion? Et est-ce qu'il y a un danger pour que ce financement disparaisse, ces éléments? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire tout cela très brièvement? Merci, Jill. Il existe c'est un programme spécial à part, mais financer l'éducation des filles est une grande priorité pour les donateurs et pour les gouvernements. Il n'y a pas beaucoup de risques pour cette raison, mais un programme plus vaste est que nous avons besoin de reconnaître que tous les apprenants ont des identités différentes. Il y a des filles avec handicap et très souvent, quand les programmes se focalisent sur les filles, les identités multiples des filles sont oubliées. Alors, je ne souhaite pas ignorer le défi d'avoir plus de filles éduquées, mais les filles peuvent être des filles avec des handicaps. Elles peuvent venir des minorités, elles peuvent être réfugiées. Alors, si nous nous focalisons étroitement, nous risquons de créer cette transformation que j'ai mentionnée. Je pense que le ministre de Sierra Leone l'a souligné, car il a dit que quand il est devenu ministre, il a été bombardé par des demandes des groupes différents qui souhaitaient devenir prioritaires dans l'éducation. Et donc, il a eu une approche plus durable pour avoir un système complètement inclusif. Et pour cette raison, comme membre du GLAD, nous devons impliquer les apprenants avec handicap dans un système inclusif.
Nous ne voulons pas uniquement avoir des apprenants avec handicap. Inclusivité signifie inclusivité pour tout le monde et pour faire attention à des besoins d'accommodation particuliers pour des étudiants avec handicap. Oui, ça nous donne maintenant pour changer, parler à Gued Hanson qui va faire un sommaire de tout ceci. Aussi dire merci à tous nos panélistes et aussi les membres de l'audience pour toutes ces questions. C'est mon plaisir de donner la parole. Dernière remarque, directeur de politique pour la section du gouvernement de la Norvège, et aussi membre du réseau GLAD et aussi pour l'éducation de la santé. La Norvège est fermement derrière le principe de ne laisser personne abandonné. On ne peut pas avoir un meilleur avocat pour la question de l'éducation, aussi le financement global et aussi l'utilisation de la développement assistance. Merci beaucoup encore une fois, Anna. Merci Jill, merci à tout le monde. Je voudrais dire merci à tous les panélistes et nos hôtes pour leur importante intervention. C'est vraiment difficile de parler de l'inégalité dans l'éducation, comment on est vraiment loin de donner des opportunités, des occasions égales pour tout le monde. Et aussi, c'est vraiment encourageant d'entendre, d'apprendre différents acteurs de vos efforts. Comment renforcer l'éducation inclusive, aussi vos perspectives, comment sur ce que l'inclusion représente. Ceci me démontre ce qui est possible quand on a une volonté d'avoir une priorité pour l'inclusion. Je pense que je vais faire pas faire un sommaire de ce qui a été dit, mais tout simplement souligner quelques thèmes depuis 2015 avec le SDG, avec le principe de ne abandonner personne, aussi SDG 10, pour réduire l'inégalité à l'intérieur et entre les pays. Il y a vraiment un focus augmenté, mais pas jusqu'à ce moment. On n'a pas eu une plus grande urgence. Durant le COVID-19, on a vu les plus grandes inégalités, beaucoup plus prononcées. Des millions d'étudiants n'ont pas reçu de l'éducation alternative. Le fait que des millions ne sont pas en train d'apprendre les bases, comme la Banque mondiale a souligné, ou que la plupart de ceux qui sont désavantagés ne sont pas retournés à l'école. Vraiment créer des grandes inégalités qui ne peuvent pas être ignorées. Je pense que ceci va nous donner cette nouvelle motivation pour réduire les inégalités. Je pense que le focus de cet événement de côté pour le financement est clé, même si on n'a pas d'accord pour le pourcentage du budget qu'il faut aller à l'éducation ou le montant par étudiant, mais je pense qu'on a une compréhension partagée que si on est sérieux pour l'éducation inclusive, l'égalité et l'inclusion doivent être planifiées, doivent être budgétées et aussi supportées, implémentées. Ça ne va pas ça va pas arriver par chance. Les contraintes budgétaires sont là pour rester. Alors, il faut être conscient pour les cibles. J'ai lu avec grand intérêt le 44 papiers politiques, documents pour le suivi de l'éducation que Manus a mentionné, qui a mentionné que seulement 20% des pays ont vraiment démontré grand d'équitabilité dans l'éducation, dans leurs mécanismes, aussi souligné comment plusieurs pays ont fait des contraintes de cette promesse. Aussi, l'augmentation de budgétaire peut créer des sociétés plus résilientes et plus égales. Le message clé que je vais prendre de cet événement, c'est de dire c'est de mettre votre argent où est-ce que vous parlez. Alors, si vous êtes sérieux, les budgets doivent le démontrer. Aussi, ça veut dire que tous les gouvernements, toute l'approche de tous les gouvernements, il a dit que ça ne va pas être facile, ça ne va pas être gratuit, mais personne n'a dit que ça serait facile.
d'avoir une politique du gouvernement entier. Quelque chose à ce sujet, je ne sais pas si je cite exactement. Et aussi le ministre du Sierra Leone, c'est l'importance d'avoir l'entraînement, la formation des enseignants. Et aussi que c'est pas gratuit, c'est pas facile, mais quand on a la volonté politique, c'est possible, même s'il y aura beaucoup de défis. Et en lien avec ceci, que ça ne va pas être gratuit, je pense qu'il faudrait aussi discuter plus souvent, plus sérieusement le côté des revenus, spécialement la mobilisation des ressources domestiques. Diane du réseau GLAD, aussi l'importance. Parler au ministre des Finances, je suis d'accord, parfois. On reste à l'intérieur de l'éducation, du secteur de l'éducation, et il faudrait sortir de ce secteur et avoir un engagement avec d'autres secteurs. Aussi important pour l'inclusion, aussi le changement de culture, pour imaginer l'éducation, avoir une autre manière de penser et aussi inclure les vrais experts comme Shiva et Fernanda dans nos discussions autour de l'inclusion, aussi le financement de l'inclusion. C'est aussi important pour les gouvernements nationaux. Je pense que les messages qu'on a entendus aujourd'hui sont importants pour tout le monde. Nous avons une responsabilité partagée et il faut avoir des efforts coordonnés. La Norvège, comme vous l'avez déjà dit, Jill, dans l'introduction, a vraiment fait promesse l'éducation inclusive déjà depuis 2018. Aussi, augmentation de financement pour les personnes avec les handicaps. Aussi, l'éducation inclusive va être un des thèmes pour le sommet global des handicapés pour l'an 2022. Et la Norvège serait l'autre. Je voudrais suggérer à tout le monde qui participe aussi aujourd'hui, il faudrait considérer toutes les ambitions, les efforts dans l'inclusion et l'inégalité qui ont été adressées aussi doivent être considérés au sommet de la handicap. Aussi, finalement, la Norvège, un supporter de GDP, aussi, je voudrais souhaiter beaucoup de succès à tout le monde. J'espère que tout le monde va relayer le message à tous les participants. Nous aurions le financement pour avoir accès à ceux qui ont besoin et il faut être tout avocat pour l'égalité et l'inclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos observations. Merci tout le monde pour participer et je remercie à nos intervenants fantastiques. Merci encore une fois. Thank you all. Have a lovely rest of the day.